Dernière keynote de la journée, et comme on dit, last but not least, nous allons recevoir sur scène le géant de Mountain View, je veux Google évidemment, et nous allons parler de l'évolution de Google et des nouvelles utilisations à venir de ce célèbre Google. Nous allons accueillir sur scène Mathieu Servetti, qui est le B2B Marketing Manager France de Google France. Mathieu, si tu veux bien nous rejoindre, s'il te plaît. On peut l'applaudir. Voilà, tu es déjà équipé du micro. Bonjour. Bonjour à toi. Tu as tout le nécessaire pour œuvrer et nous présenter donc les nouveaux usages et le nouveau Google à venir. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Il y a beaucoup de monde. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui parce qu'on va parler de sujets passionnants, en pleine évolution, que sont le digital, le marketing, tout ça au service du retail. Donc, comme on l'a présenté à l'instant, je m'appelle Mathieu Servetti, je travaille chez Google France au marketing et ma mission est de concevoir des programmes qui ont pour objectif d'accompagner les marques et les entreprises dans leur développement grâce au digital et notamment avec le meilleur de nos solutions, bien évidemment le moteur de recherche, la vidéo avec YouTube et tout ça dans un environnement où le mobile est complètement présent. Alors chez Google, le mobile, ça fait un moment qu'on en parle. Et ce que je vous propose pour l'heure quasiment que nous avons ensemble, c'est de commencer par porter notre regard un petit peu plus loin sur les usages, mais aussi sur l'évolution de Google, du moteur de recherche, et qu'est-ce que ça veut dire pour les marques et pour les entreprises. Et je vais essayer de vous donner 3 conseils concrets pour vous préparer dès aujourd'hui à cette nouvelle ère, l'ère de l'assistance dont on va parler dans un instant. Et dans un second temps, j'aurai la chance de partager la scène avec Anne-Charlotte de Fago et Audrey de Google, qui viendront nous faire un retour d'expérience sur comment Fago se prépare dès aujourd'hui à cette évolution. Vous êtes prêts? Super. Alors, avant de parler du futur, j'aimerais bien qu'on prenne un petit peu de recul sur d'où vient Google. Est-ce qu'il y a des fans de football ou des gens qui aiment le football dans la salle? Oui, quelques-uns. Alors, vous vous rappelez sans doute de 98, la France qui gagne la Coupe du Monde, mais c'est aussi la création de Google. Alors, à cette époque, il faut remettre les choses dans son contexte. Il n'y avait que 300 millions d'utilisateurs d'Internet. Aujourd'hui, on est à plus de 3 milliards d'utilisateurs Internet. Et comme on peut le voir ici sur la présentation, les ingénieurs ne se préoccupaient pas trop de l'apparence de la page des résultats de recherche. Néanmoins, ils travaillaient sur ce qui se passait derrière. Si on remet encore les choses en perspective, il faut se rappeler qu'à l'époque, Yahoo indexait les résultats de recherche sur sa page à la main, pendant que Google et les ingénieurs de Google travaillaient déjà sur le AdRank qui permettait justement une certaine assistance à l'utilisateur. Donc là, déjà, on est aux prémices de l'assistance dont on va parler pendant un instant. Alors, depuis une vingtaine d'années, il y a eu plein d'évolutions, évidemment. Certaines, on s'en rappelle même plus parce qu'elles sont complètement intégrées dans nos usages au quotidien. La recherche sémantique automatique, la recherche universelle. Avec l'apparition du smartphone en 2007, on commence à intégrer l'application Google directement sur le mobile. On a l'apparition de la recherche vocale également. Et puis après, à partir de 2012, on a Google Now. Pour ceux qui se rappellent, c'est quand Google propose des résultats avant même qu'on pose des questions au moteur de recherche. Et à partir de Google Now, toutes les évolutions qui ont suivi
ont été faites grâce au machine learning, donc à l'intelligence artificielle. Alors j'aimerais bien revenir sur un élément en particulier, une innovation de ces 20 dernières années, parce que pour moi, elle est intéressante et elle est la première étape de ce qui va suivre. C'est la recherche vocale. Notre CEO, Sundar, a annoncé l'année dernière qu'aux États-Unis, sur les smartphones, 20% des requêtes étaient faites par la voix. Ça, c'est d'autant plus vrai si on regarde la proportion de la population la plus jeune, donc les 15-25 ans. Là, on passe à 25%, pour les 16-24 plus exactement. Et si on se projette un petit peu plus, on s'aperçoit que notre prédiction, c'est que d'ici 2020, 50% des requêtes se feront par la voix. Alors, vous allez me dire, OK, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est une trame de fond? Eh bien, si on y réfléchit, la voix, quand on veut exprimer quelque chose, quand on veut faire une requête, quand on veut faire une recherche, c'est la manière la plus simple d'exprimer cette requête. Et en plus, si on y pense, on peut faire deux choses à la fois. On peut très bien être en train de cuisiner et de faire une requête vocale. Ou on est en train de conduire, on peut poser des questions également de manière vocale. Et le dernier avantage, c'est que c'est beaucoup plus rapide. En réalité, c'est 3 fois plus rapide de poser une question à l'oral que de le faire à l'écrit. Si on prend 1 minute, en moyenne, on arrive à une quarantaine de mots quand on tape sur un smartphone. Et si on le fait avec la voix, on est à plus de 150 mots. Donc c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus naturel, on peut faire plus de choses. Donc c'est quelque chose qui va forcément se développer par la suite. Alors, demain, comment ça va évoluer? Avec la voix, Google là, on en a un petit peu parlé également, Google va être en mesure d'apporter des réponses aux utilisateurs, à vous, à moi, parfois même avant qu'on pose des questions, et vous proposer des solutions, si on le souhaite, de manière proactive. Donc on rentre dans une étape qu'on appelle le marketing conversationnel, l'ère conversationnelle, l'ère de l'assistance. Alors dans ce contexte, Google a développé son propre assistant, qu'on appelle l'assistant Google, qui a été lancé l'année dernière aux États-Unis, pour commencer, et qui a été intégré dans un certain nombre d'applications et d'appareils, donc sur l'application Allo, sur les téléphones Pixel, et plus récemment sur Google Home. Et il a pour vocation, de manière hyper concrète, de créer une relation entre vous, entre Google, et l'environnement qu'il y a entre les deux, pour vous apporter la réponse la plus simple et vous faciliter la vie au quotidien. Alors un exemple hyper concret, on est ici au Salon Paris Retail Week, on va réserver un hôtel, on dit « Ok Google, est-ce que tu peux me réserver l'hôtel Mercure, porte de Versailles ?» L'assistant qui répond « Bien sûr, tu as 2 solutions, soit de réserver sur mercure.com à 149 €, soit de le faire sur booking.com à 155 €. Et on rentre justement dans cette relation entre l'assistant, l'univers, donc le lieu, l'environnement dans lequel on est, et puis nos requêtes. Alors le produit qui est le plus avancé, le plus abouti aujourd'hui, c'est Google Home. Vous en avez déjà entendu parler? Ouais, une grande majorité en a entendu parler. Ça a été lancé cet été en France, et je vais vous présenter une petite vidéo qui résume parfaitement ce que peut faire justement l'assistant Google. Okay, Google, play the morning playlist. Okay, playing morning playlist. Okay, Google, play music in all rooms. Okay, Google, I'm listening. Your flight to Portland is delayed by 30 minutes. Change my dinner reservation tonight from 7:30 to 8. Your reservation at Andina is now confirmed for 8 p.m.
Hey Google, text Louise. Flight is delayed. Dinner moved to 8. Okay, message sent. Morning. Morning. Hey Google, turn the lights on in Kevin's room. I thought you finished that already. I forgot. Okay, Google, what's apples in Spanish? Manzanas. Hey Google, has my package shipped? Yes, it's already shipped. It'll arrive tomorrow. Ooh, is that for me? Maybe. Interesting. Okay, Google, how many stars are in our galaxy? Well, there are about 100 to 400 billion stars, according to space.com. Which star is the closest? According to NASA, the nearest star system is Alpha Centauri. Can you show me what it looks like on the TV? Okay, Google, how's the traffic from Pebble Rock School to the airport? Your normal route has heavy traffic. There's a faster one that'll take about 35 minutes. I've sent it to your phone. Okay. Go. Dad! Hey Google, what's on the calendar today? The first event is Space Day at Kevin's school. It starts at 8 a.m. Space Day. Are you ready, buddy? Ready? Let's go. Okay, Google, bye. Goodbye. Donc voilà, ça vous montre d'un point de vue utilisateur toutes les perspectives qu'on peut avoir avec l'assistant embarqué dans un device comme Google Home. Alors d'un point de vue plus entreprise et marque, j'ai pris l'exemple d'eBay qui me paraît intéressant. On a travaillé avec eBay pendant de nombreux mois pour intégrer leur chatbot directement dans l'assistant, directement dans Google Home. Et l'objectif est de pouvoir donner aux utilisateurs de eBay la possibilité, à tout moment, de demander via Google Home quel est le prix d'un objet que la personne souhaite vendre et de la vendre directement en ligne. Donc concrètement, ce serait OK Google, je souhaite vendre ma guitare sur eBay, combien je peux la vendre? C'est une Yamaha de 2005. eBay analyse tout ce qu'il y a derrière sur un benchmark des différentes guitares et propose un prix et la possibilité de le vendre. Donc ça a mis un certain temps parce qu'on est aux prémices justement de ce qu'il est possible de faire avec les marques. On a mis 5 mois à analyser toutes les données, à intégrer toutes les données d'eBay directement dans le cloud. En revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'on a mis 5 jours à développer l'interface avec l'assistant, donc avec l'assistant de Google, pour pouvoir poser ces différentes questions. Donc ça vous donne, je pense, des perspectives pour vous en tant que retailer, en tant que marque, en tant qu'entreprise, sur qu'est-ce que ça pourrait être demain pour vous, l'expérience que vous allez avoir avec vos utilisateurs, justement, à travers un assistant comme l'assistant de Google. Alors la question, c'est est-ce que vous êtes prêts? Alors dès aujourd'hui, en fait, vous pouvez déjà vous poser des questions sur qu'est-ce que ça change pour moi dans mon rapport à mes consommateurs, mes utilisateurs, mes clients, mes prospects. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue avant-vente? Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue vente? Qu'est-ce que ça veut dire potentiellement d'un point de vue service client après-vente, quand justement on a potentiellement plus d'interface et qu'on arrive sur, là c'est l'expérience ultime où on est juste avec la voix. Ce que je vous propose, c'est de vous donner 3 conseils concrets pour que vous puissiez vous y préparer dès aujourd'hui. Et pour cela, il faut revenir à ce qui se passe sur le mobile. Alors on a fait une étude aux États-Unis où on a analysé avec une agence tierce le comportement d'utilisateurs, d'acheteurs qui faisaient justement des achats sur un certain nombre de produits pour comprendre quelles étaient leurs interactions avec le digital. Donc ce que vous voyez là à l'écran qui ressemble à un code barre, ce sont toutes les interactions qu'un utilisateur a faites pendant son parcours d'achat. Ça prend en compte tous les différents
points de contact avec le digital, à savoir les applications, les sites Internet, quels que soient les différents appareils, donc les différents devices, donc mobile, smartphone, tablette, ordinateur fixe et portable. Et ça, on l'a analysé sur un certain nombre de produits, par exemple pour un appareil photo, pour le Black Friday qui arrive bientôt. On voit fin novembre le pic justement d'interaction avec le digital, une télé, un manteau, etc., etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que le premier élément, le mobile, est à chaque fois au cœur de ce parcours d'achat. Le deuxième élément, c'est que, comme on peut le voir, le parcours d'achat est beaucoup plus fragmenté. Alors, ça veut dire qu'il y a un challenge pour les marques, potentiellement les retailers, pour être présents sur l'ensemble de ces points de contact. On peut le voir d'un autre côté en se disant que c'est une super opportunité pour les marques pour influencer le parcours d'achat sur justement tous ces points de contact digitaux. À partir de ça, donc j'en ai tiré 3 conseils, que sont la vitesse, la visibilité et la pertinence. La vitesse, il y a quelqu'un qui le présentait hier ici au Paris Retail Week. Les gens en ont marre d'attendre. Je crois qu'en France, c'est 74% des personnes qui en ont marre d'attendre, notamment dans les magasins. Donc c'est un fait. Et sur le digital, c'est la même chose. Il faut proposer une expérience ultra rapide. La visibilité, on l'a vu sur ce parcours d'achat qui est fragmenté, comment on arrive à émerger. Et la pertinence, c'est comment on arrive à utiliser la donnée sur les clients pour bien comprendre les clients, pour leur pousser le message le plus pertinent possible et donc potentiellement faire la différence par rapport à un concurrent. Alors je vais vous prendre 3 exemples pour illustrer ça. Alors déjà sur la vitesse, on va faire un test. À votre avis, quelle est la vitesse de chargement moyenne des sites dans le monde sur mobile, sur smartphone, en 3G? À votre avis, qui pense que c'est moins de 5 secondes? Quelques personnes. Qui pensent que c'est moins de 10 secondes? Moins de 10 secondes, et il y a plus de mains qui se lèvent. Et qui pensent que c'est plus de 10 secondes? Donc c'est moins de 10 secondes qui le remporte. La bonne réponse, malheureusement, c'est plus de 10 secondes, mais largement plus de 10 secondes. C'est 22 secondes. Donc en moyenne, dans le monde, les sites chargent en 22 secondes sur mobile en 3G. On ne s'arrête pas là. La mauvaise nouvelle, c'est que 53% des visites sont abandonnées après 3 secondes de chargement. Donc plus de 1 visite sur 2 est abandonnée au bout de 3 secondes. Et ce qu'on a observé, c'est qu'un annonceur dont la vitesse mobile des sites est de 5 secondes a 2 fois plus de conversion mobile qu'un site qui fait 22 secondes. Je m'arrête 2 secondes sur ce slide. S'il y a une slide à prendre en photo sur toutes mes 30 minutes de keynote, c'est celle-ci. C'est la plus importante, je pense. C'est la vitesse de chargement des sites mobiles. L'utilisation des sites mobiles, on ne revient pas dessus, ça explose. En revanche, la vitesse de chargement n'est pas forcément encore aujourd'hui une priorité, et pourtant, on le voit, vous pouvez mettre tous les efforts du monde sur l'ergonomie du site, est-ce que j'ai les bonnes couleurs, est-ce que j'ai les bonnes polices, etc. Si le site ne charge pas assez vite, vous perdez, voilà, ici en moyenne, plus d'une visite sur 2. C'est énorme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des marques qui priorisent la vitesse par rapport au lancement d'une nouvelle campagne marketing, de couponing par exemple, ou d'autres choses. Donc, la vitesse des sites mobiles doit être une priorité pour vous. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a sorti un site, et on vient juste de lancer la 2e version tout récemment, qui s'appelle Test My Site. Vous allez sur Google, vous tapez Test My Site, c'est un outil qui est gratuit et qui vous fait un audit en quelques secondes de votre site. Concrètement, qu'est-ce qu'il en sort? Il en sort le temps de chargement moyen sur un site mobile en 3G et le pourcentage de visites que vous perdez en n'optimisant pas votre site mobile.
Là, j'ai pris l'exemple de Auchan, qui a un très bon site mobile, 5 secondes. Encore une fois, la moyenne dans le monde, c'est 22 secondes. Donc là, on est clairement sur un site qui fonctionne très bien. Et vous avez la possibilité de télécharger gratuitement un rapport que vous pouvez directement donner à votre web développeur, à votre agence qui vous fait votre site internet, sur lequel il y a déjà un certain nombre d'optimisations possibles. Un exemple, juste pour vous donner quelques chiffres, Greenwiz, que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est un revendeur de produits de grande consommation biologique directement en ligne. On a travaillé avec eux pendant quelques mois. Ils ont optimisé leur vitesse de chargement, ils l'ont divisé par 2. C'est simple, 80% de conversion en plus sur mobile. Et ils ont réduit leur coût d'acquisition de 66%. Donc s'il y a des marketeurs dans la salle, vous pouvez remettre ça en comparaison avec des campagnes, c'est imbattable. Ça, c'était pour la vitesse. La visibilité, on l'a vu, le parcours d'achat est fragmenté. Comment on arrive à être visible sur l'ensemble des points de contact? Alors quand on est retailer, il y a un certain nombre d'enjeux qui consistent à être capable de maîtriser les flux en magasin, c'est-à-dire où sont mes magasins, est-ce qu'ils sont bien référencés, est-ce qu'ils apparaissent bien sur Internet, leurs heures d'ouverture, leurs heures de fermeture, les flux clients, qui sont mes clients, quand est-ce qu'ils reviennent, quel est leur lifetime value, et enfin les flux produits, quelle est la disponibilité de mes produits, donc tous les aspects, on va dire, quantitatifs, et enfin les aspects qualitatifs, les reviews sur mes différents produits. Donc ça, c'est les enjeux, on va dire, d'un retailer. Je prends l'exemple de Conforama avec lequel on a travaillé et qui est venu nous voir en nous disant « Je vais être justement plus présent sur ce parcours client et notamment sur mobile où ils n'étaient pas forcément très présents. » Donc on a travaillé en fait avec Conforama pour mettre en place une campagne spécifique qu'on appelle Local Inventory Ads. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est de mettre à disposition, de montrer la disponibilité d'un produit pour un utilisateur qui est sur mobile dans un rayon de quelques kilomètres. Donc je suis sur mon mobile, je cherche un meuble en particulier, on me dit bah voilà, ce meuble est disponible à 1,2 km dans tel Conforama. Le fait d'utiliser, en fait, derrière tout ça, il y a une certaine assistance justement à l'utilisateur avec le machine learning qui se cache derrière justement ce produit. Et le résultat, c'est que on a réussi à augmenter la présence sur mobile de 36%. Et si on compare ça par rapport à des campagnes de communication et de publicité classiques, on avait un ROI qui était 3 fois supérieur par rapport à une campagne on va dire plus classique. Donc vous voyez déjà comment, en utilisant ces outils qui sont déjà intégrés, le machine learning qui est directement intégré dans les outils de communication et notamment les outils publicitaires, on arrive à adapter un certain message, à émerger en termes de visibilité parce qu'on apporte de la pertinence et du coup d'avoir des conversions pour vous en tant que marque, en tant que retailer. Le dernier point, c'est la pertinence. Alors, la pertinence, c'est la connaissance concrètement des clients, c'est-à-dire de comprendre qui est cette personne, savoir qui il est et savoir ce qu'elle a fait avant. Alors avant, la connaissance était assez simple. Si on prend un Rubik's Cube, il y avait assez peu de variables. Au final, on avait la démographie, la localisation, mais aujourd'hui, ça s'est complexifié. Comme on voit, le Rubik's Cube de la connaissance, il a complètement explosé. Il y a énormément d'éléments sur la durée de visionnage, le jour, l'âge, les requêtes, les connexions, les vidéos qui ont été visionnées, est-ce qu'ils ont mis des produits dans mon chart, etc., etc. Et on se retrouve assez rapidement avec des millions de données à gérer. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a le machine learning qui est là pour nous aider derrière à faire l'analyse de ces données et du coup d'avoir des communications et des stratégies de communication qui sont beaucoup plus pertinentes. Typiquement, ça vous permet de savoir quel est le client qui vous apporte le plus de valeur.
Est-ce que c'est celui qui est sur smartphone? Est-ce que c'est celui qui est sur ordinateur fixe? Est-ce que c'est celui qui utilise votre application ou c'est celui qui va directement sur votre site internet, etc., etc. Pareil pour les canaux, les différents canaux d'acquisition. Alors, je vais vous donner un exemple, c'est celui de McDonald's au Japon avec qui on a travaillé. Quand on a rencontré en fait McDonald's nous disait voilà, on est un peu embêté, on a une décroissance de notre activité sur le marché. Alors, on a travaillé avec McDonald's pour analyser pas mal de données avec eux et on en a tiré 2 conclusions. Première conclusion, c'est que le mobile était l'élément clé dans le parcours d'achat. Deuxième élément, c'est que le contexte et notamment la météo jouaient un rôle très important sur les achats qui étaient effectués dans les différents points de vente, dans les différents restaurants McDonald's. Donc à partir de là, on a travaillé avec McDonald's pour créer 25 000 annonces publicitaires mobiles qui sont contextualisées. Alors encore une fois, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne l'a pas fait à la main, ça a été fait avec des outils qui utilisent le machine learning, qui ont automatisé finalement tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, on est lundi matin, qu'est-ce qu'on va proposer? On va proposer un café. Il fait beau, il fait chaud, comme aujourd'hui, donc on fait une promotion pour du coca. Il pleut, il fait pas beau, ça sera peut-être demain. Si on proposait une réduction pour un menu qui est à emporter, etc., etc., vous avez compris le principe. Le résultat, c'est un accroissement de 50% des promotions qui sont utilisées par rapport à une campagne classique et un taux de conversion qui a été multiplié par 3 sur mobile. Donc en fait, cet exemple montre que justement avec l'utilisation de la donnée couplée avec des outils qui permettent justement d'analyser ces différents éléments, on arrive à une super personnalisation des messages et donc une plus grande pertinence pour l'utilisateur et donc un meilleur taux de conversion de retour sur investissement qui permet potentiellement de faire la différence, encore une fois, par rapport à d'autres acteurs. Alors pour terminer, je parlerai juste de ce projet, c'est le projet Muse. Ce n'est pas un projet qui parle de médias, de publicité comme les précédents exemples. C'est un projet qui montre le potentiel en fait, du machine learning vis-à-vis de la créativité. Concrètement, le projet Muse, c'est un projet entre Zalendo et Google. Zalendo a utilisé une technologie qui utilise le machine learning, open source, qui s'appelle TensorFlow. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a analysé 600 fashionistas pour comprendre quelles étaient leurs envies, quels étaient leurs goûts, comprendre ce qu'ils aimaient et ce qu'ils n'aimaient pas. Et concrètement, la machine a directement proposé un certain nombre de vêtements. Et il y en a 3 qui ont été sélectionnés et qui ont été présentés sur un défilé de mode, et qui maintenant sont en vente. Donc vous voyez comment l'évolution, notamment avec le machine learning, peut aussi influencer autre chose que la communication et le marketing, mais des aspects beaucoup plus créatifs. Sur ce dernier exemple, je terminerai sur les 3 éléments à retenir de cette présentation: vitesse, visibilité, pertinence, pour se préparer à l'ère de l'assistance qui est en train de venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mathieu pour cette belle keynote pour terminer la journée. Je vais vous annoncer le programme de demain qui sera aussi... On a quelques questions-réponses avant. Tu as quelques questions-réponses? Tout à fait. Comme je l'avais annoncé, nous avons la chance d'avoir... Mais il fallait les inviter directement. Tu es on stage, tu es chez toi là. Très bien. Donc je les invite directement. Donc nous avons Anne-Charlotte de Fago et Audrey de Google. Écoute, Et tu me laisses encore... je te laisse encore. Ah oui, un tout petit à fait. moment. Je pensais que tu avais terminé, excuse-moi. Pas encore. Bonjour Anne-Charlotte, bonjour Audrey. Je vous invite à prendre le micro. Bonjour à tous.
Alors, merci beaucoup déjà d'être là. L'idée, c'est voilà, de parler ensemble des différents enjeux que vous avez, et notamment par rapport à ces 3 conseils autour de la visibilité, autour de la vitesse et l'utilisation des différentes données. Voir comment aujourd'hui, concrètement, vous l'utilisez à profit pour votre activité. Mais peut-être pour commencer, vous pouvez vous présenter? Tout à fait. Alors, déjà, merci de nous avoir invités. Avec plaisir. Donc moi, c'est Anne-Charlotte Auvray. Je suis responsable e-commerce et digital marketing chez Fago depuis 2 ans. Ça fait 7 ans que je travaille pour la marque. Concrètement, les missions principales du digital chez Fago, ça s'articule autour de 4 axes. Il y a tout ce qui est e-commerce et services après-vente, relations clients, tout ce qui est acquisition et tout ce qui est CRM. Pour vous en dire un petit peu plus sur Fago, Fago aujourd'hui, c'est donc une jeune marque française qui a été créée en 2009, qui fait des collections de chaussures, vêtements, accessoires et bagageries sur un principe de 2 collections par an. En 2016, on fait un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros, répartis sur un réseau de distribution de 350 boutiques multimarques en France, 7 boutiques en propre en retail, un e-shop et une vingtaine de distributeurs web marketplace. L'e-shop Fago, ça va représenter 15% du chiffre d'affaires global de la marque, soit environ 25 000 commandes par an. D'accord. Et on en parlait d'ailleurs juste avant de rentrer ici sur scène. Je me disais 15%, mais pour moi, j'avais l'impression que Fago, c'était 100% en ligne. Et tu me disais, en fait, ça a beaucoup grossi en fait, ces derniers temps, ces dernières années. C'est ça. En fait, Fago, c'est une marque qui a développé sa notoriété via le digital, via les réseaux sociaux au début, avec un gros effet de viralité. Et par contre, commercialement, l'angle d'attaque a été mis sur le terrain pour être présent partout en France. À une époque, on n'avait pas forcément, on n'avait pas de budget marketing. L'axe prioritaire a été de se positionner dans tous les magasins, toutes les rues commerçantes de France. Très bien. Et donc, on a Audrey. Oui, bonjour à tous. Donc Audrey, experte AdWords chez Google depuis 2 ans maintenant. Mon rôle, c'est d'accompagner les entreprises qui se lancent pour la première fois sur les solutions Google et donc de traduire un peu leurs objectifs d'entreprise en stratégie digitale avec les outils Google. Merci Audrey. Alors Anne-Charlotte, le retail, on va dire que c'est un secteur relativement traditionnel, peut-être un peu moins pour Fago qui a utilisé le digital très rapidement. En quoi le digital est aujourd'hui au cœur de l'activité de Fago? Alors, le digital a toujours eu une place très importante pour nous, parce que pour nous, en fait, il permet de proposer une expérience client à la fois complète, qu'on utilise de manière sympathique, un peu à l'image de la marque. Comme je vous disais, hier, Fago, sa notoriété s'est construite par le digital, mais pas forcément la commercialisation. Aujourd'hui et demain, le digital est au cœur de notre stratégie, à la fois pour un côté omnicanal, à la fois pour essayer de personnaliser au maximum l'expérience client, pour la rendre accessible à tous, que ce soit en communication, en vente, en livraison, en relation client. Hier, on était juste vendu sur un réseau multimarque. Aujourd'hui, on a nos propres boutiques. Donc la connaissance data est beaucoup plus importante. Oui, ce dont on parlait justement. Exactement. En termes de conseils. On a accès à beaucoup plus de données et on doit pouvoir les utiliser pour rendre l'expérience. Parce que justement, il y a les magasins et aussi l'online, c'est ça? Exactement. Très bien. Donc notre réseau aujourd'hui est beaucoup plus organisé pour permettre au digital de prendre beaucoup plus de force. Tu en parlais en introduction, des challenges. Tu peux nous en dire un peu plus, des grands challenges de Fago? Oui. Le premier challenge qu'on a là sur cette fin d'année 2018, c'est l'omnicanal. Justement, de réussir à relier notre site internet avec notre développement de boutique retail. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'un client, il ne doit pas différencier le lieu où il va acheter. Le client, il doit se balader, que ce soit du site internet, passer en boutique. On doit lui proposer les mêmes produits, le même stock. On ne doit plus jamais dire à un client « non, je suis en rupture sur ce produit ». Le digital doit nous permettre justement d'avoir accès, d'avoir notre flux de stock, d'avoir notre connaissance client pour
pour qu'il ait la meilleure expérience possible. Donc on a un gros challenge cross-canal à ce niveau. Deuxième gros challenge, c'est sur l'acquisition. Donc Fago, on a commencé justement avec un début assez viral, avec une notoriété de niche, mais assez forte. Aujourd'hui, l'idée, c'est de prioriser des axes aussi. On ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas aller chercher des nouveaux clients, aller faire de la reconquête. On est encore un peu petit pour tout faire. L'axe qu'on a choisi de privilégier, c'est d'aller reconquérir les personnes qui nous ont déjà connus. Qui nous ont peut-être déjà acheté, mais aussi tout simplement déjà entendu parler de nous. C'est vraiment très très courant quand je me présente à quelqu'un. Je travaille chez Fago, vraiment, je pense 9 fois sur 10 des personnes qui sont dans la cible vont me dire ah oui, j'en ai déjà entendu parler par quelqu'un qui connaît quelqu'un, la marque avec le petit bouton. Et c'est ces personnes-là qu'on veut aller chercher au travers des campagnes d'acquisition. Très bien. Et le troisième troisième challenge pour nous, c'est la rentabilité en fait du digital. Mettre en place des campagnes d'acquisition de data haute, c'est bien, mais maîtriser son budget et calculer son ROI, c'est important, surtout quand on est une jeune marque et que le chiffre d'affaires e-commerce va représenter 15% du chiffre. Évidemment, tout notre budget marketing ne va pas être que sur le digital. Donc, c'est tout ce qu'on met en place est piloté de manière héroïste. Donc, c'est une des problématiques qu'on a. Donc, on a beaucoup discuté avec Audrey, justement, sur la mise en place des campagnes AdWords, parce que pour nous, c'était prioritaire d'être rentable. Vraiment, et 1 euro investi doit nous rapporter au moins 2 euros par rapport au calcul de marge, etc. C'est quelque chose qu'on est en train d'approfondir. Évidemment, on n'est pas encore parfait sur ce calcul, mais ça fait partie de nos priorités pour nos budgets de demain. D'accord. Alors, juste avant de rentrer sur les campagnes en tant que telles, c'est vrai que d'un œil à l'extérieur, on a le sentiment que Fago a grandi avec le digital, que c'est complètement dans l'ADN. Quand on regarde les moyens de communication, vous êtes super présent sur le mobile, la vidéo, les réseaux sociaux, etc. Comment aujourd'hui vous faites, Fago, pour gérer tous ces canaux d'acquisition et qu'est-ce qui fonctionne bien en termes d'outils pour vous? En fait, il faut savoir que tous ces outils, Fago, on a commencé avec parce que déjà, ils sont assez accessibles. Le digital, c'est accessible facilement. Se créer sa localisation Google, mettre en place plein de choses, c'est facile, c'est gratuit. Et en fait, on en était les premiers utilisateurs. Donc, étant nous-mêmes utilisateurs des solutions, l'équipe de Fago, on est quand même assez jeune, la moyenne d'âge est de 28 ans. Quand Fago a été fondé, les créateurs, ils avaient 22 ans. Donc la manière de penser était déjà assez disruptive du retail existant, et c'était un peu les bonnes pratiques, tous les bons conseils pour réussir à maximiser le plus nos actions. Donc on a toujours pensé nos actions de communication en se disant ok, quand je crée une image, en fait, je vais l'utiliser à la fois pour les réseaux sociaux, à la fois pour ma signature d'email, à la fois pour ma homepage de site. Et donc c'était complètement intégré. C'est complètement intégré. Et on s'est aussi rendu compte qu'on était tout petit, on avait très peu de budget pour faire toutes les idées qu'on avait à faire, donc il fallait être smart. Et donc aujourd'hui, ça passe par beaucoup d'anticipation, d'organisation, de priorisation. Et on a l'exemple concret avec l'image. On est quand même une marque de mode, donc l'image est très importante pour vendre nos produits, que ce soit du packshot produit à une image en studio porté, à une image de campagne d'ambiance en extérieur. On a beaucoup de contenu à produire. Tous les services veulent utiliser des images, que ce soit les commerciaux qui ont besoin d'images, les boutiques, le web, le community management. Et donc ça passe par une organisation tous ensemble. On liste tous les besoins et réussir à optimiser du coup nos shootings pour que de un shooting de 3 jours ressorte le nombre d'images suffisantes pour que tout le monde puisse les utiliser. Et tout est fait de manière à ce que ce soit orienté mobile, orienté réseaux sociaux et digital. L'image doit fonctionner en petit, doit être livrée sous différentes qualités, différents poids pour être optimisée pour le site, etc. Donc c'est vraiment c'est de l'anticipation et de l'organisation de tous nos besoins.
D'accord. Tu en parlais, tu as utilisé aussi le digital pour cette partie purement commerciale. Et là, je m'adresse plus à Audrey en tant qu'experte. Toi, quelles ont été les bonnes pratiques que tu as mis en place justement pour répondre aux besoins de Fago? Alors, je dirais, il y a deux étapes. Il y a l'étape avant le lancement des campagnes et l'étape après, pendant. Avant le lancement des campagnes, c'est vraiment toute la partie tracking qu'on va vraiment regarder et faire le point dessus. Est-ce qu'on suit bien les bonnes données? Est-ce qu'on a bien les conversions qui remontent? Est-ce qu'on suit bien que quelqu'un a mis dans son panier? Est-ce qu'on suit bien tous ces éléments-là? Et puis, une fois que les campagnes sont lancées, ça va être vraiment regarder la partie rédaction de l'annonce. Donc, est-ce que les annonces sont bien rédigées? Est-ce qu'on utilise tous les outils, toutes les extensions, tous les outils que l'outil nous propose pour vraiment pouvoir optimiser et avoir ces clics en fait, qui nous coûtent le moins cher possible? Et puis, au fur et à mesure, ça va être d'optimiser la partie mobile, qui est, on l'a vu dans ta présentation Mathieu, important, c'est de savoir est-ce qu'on a une expérience utilisateur sur mobile qui est optimale et est-ce que ça nous sert pour les conversions. Et concrètement, des objectifs justement de campagne sur le digital, ça ressemble à quoi quand on est un retailer comme Fago? Anne-Charlotte l'a bien expliqué, c'est qu'aujourd'hui, sur Fago, on est sur un dispositif qui est très héroïste. Donc, ça va être des campagnes qui sont liées à l'intention d'achat. On va aller faire des campagnes shopping, donc les images qu'on peut voir sur la gauche et sur le moteur de recherche. On va s'assurer que notre audience est bien ciblée. Nous, aujourd'hui, on cible plutôt les hommes entre 18 et 35 ans. Donc, il n'y a aucun intérêt que quelqu'un qui tape chaussures homme qui a 45 ans arrive sur une annonce Fago. Donc, ça va être vraiment le travail de sillonnage pour toucher à la fois l'audience qui est la plus pertinente par rapport à la cible et puis d'avoir des types de mots-clés qui correspondent à ce qu'attendent nos internautes. D'accord, donc vous utilisez ce qu'on a dit un peu dans les bonnes pratiques à la fois sur l'utilisation de la donnée pour personnaliser les différents messages, travailler la visibilité, notamment avec le texte d'annonce, les images, etc. La partie mobile, justement, moi je me suis amusé à faire Test My Site pour Fago. Vous avez des très bons résultats. Le site charge très rapidement. Comment vous y êtes pris? Parce que c'est pas si évident que ça pour les gens du marketing disent non mais ça c'est une problématique du développeur. Le développeur dit oui mais j'ai d'autres choses à faire parce que le marketing me dit de prioriser d'autres choses. Comment vous y êtes pris? Comment vous y prenez? C'est pas si simple. Non, c'est vrai que nous, déjà, on se rend compte qu'aujourd'hui, en termes de trafic, on a plus de 55% de nos visiteurs qui viennent sur mobile. Donc c'est 55%, ouais. Ça commence à être beaucoup. Surtout qu'en face, le taux de conversion d'un visiteur mobile est beaucoup plus faible que le taux de conversion d'un visiteur desktop. Bien sûr, ça fait partie du parcours d'achat, c'est un peu ce qu'on a vu. C'est pas forcément là où se fait l'achat, mais il influence effectivement l'achat. Il influence beaucoup, donc éventuellement il commence par le mobile et il vient finir son achat sur ordinateur. Mais on pouvait plus se cacher derrière l'arbre, quoi. Il fallait faire quelque chose, donc typiquement le site est passé en responsive, mais on n'a pas juste fait une déclinaison de notre site en responsive, on a repris des maquettes à zéro, en changeant aussi les comportements, en se mettant un téléphone dans la main, en disant ok, mon pouce il peut aller où, il peut cliquer où. On connaît aussi avec Analytics, on a pas mal d'infos sur quel device il est, mais sur quel opérateur. Typiquement, nous on a une cible très très masculine, très urbaine, très parisienne, citadine, plutôt dans des jobs dans le digital ou autre. Clairement, 50% de notre cible elle est sur Apple. Donc on recette évidemment sur tout type de téléphone, mais priorité sur ces téléphones-là, priorité sur des écrans iPhone 5, 6, parce que c'est des données auxquelles on a accès. Et du coup, s'il faut prioriser, parce que clairement on n'aura pas le temps de tout tester, on n'aura pas les ressources on va prioriser dessus. D'accord. Et après, dans la vitesse du site, honnêtement, c'est un travail à faire plusieurs fois, tous les mois, plusieurs fois par an, de toujours tester le site, parce qu'il y a toujours des pages qui, tout d'un coup, une image a été posée trop lourde, il y a
comme dit, il peut y avoir des liens morts. Enfin, Comme vous avez des produits c'est un travail nouveaux à chaque continu. fois, il y a des images, j'imagine, qui sont Comme je uploadées. disais, on si a elles deux sont collections par an, 2 collections de 400 produits, donc 400 fiches produits à créer chaque saison. Ensuite, à désindexer avec des images qui vont rester hébergées en back-office. Et une fiche produit va avoir entre 3 et 6, 7 images, puisque si on veut vendre mieux, il faut présenter le plus d'images possible, contextualiser. Donc c'est toute une problématique alors de gestion, de consigne au graphiste, de livre-moi ton image, elle doit faire tel poids, tu l'enregistres comme ça, à est-ce que mon image est bien compressée, et ensuite effectivement un outil comme Test My Site, moi ça me permet en 30 secondes d'avoir une analyse, de la forwarder à mon agence et de dire attention, qu'est-ce qui se passe, il y a des choses qui n'ont pas été optimisées, donc on en fait un ticket et c'est le prochain sujet. D'accord. Alors Audrey? Moi, ce que je conseille souvent, c'est de prendre le temps de tout simplement naviguer soi-même sur son portable, sur mobile. Est-ce que c'est facile d'ajouter un article dans son panier? Est-ce que c'est facile de faire une commande? Et puis de comparer à son concurrent. Est-ce que son concurrent a la même chose? Est-ce que c'est plus facile? Il y a de grands retailers aujourd'hui qui sont très connus, internationaux, qu'on peut regarder, on peut s'inspirer. L'idée, c'est de comparer et de voir si soi-même, on aurait la patience de le faire sur son propre site, en fait. Et d'un point de vue aussi campagne, Charlotte disait 55% du trafic des clients qui passent par mobile à un moment donné. Qu'est-ce que ça veut dire quand on crée justement une stratégie de communication sur le digital? On ne peut pas passer à côté, on est obligé de le prendre en considération. En fait, ça se traduit par plusieurs choses. Premièrement, c'est de s'assurer bien que nos annonces sont présentes sur mobile, qu'on les voit bien. Donc la visibilité. Il y a la visibilité. Il faut aussi, c'est ensuite prendre ces audiences-là qui sont venues par mobile et s'assurer qu'on les rattrape sur desktop, puisqu'on sait maintenant que le parcours client est fragmenté, on se connecte sur le mobile, on arrive sur un desktop. L'idée, c'est aujourd'hui, dire, OK, mon audience qui est arrivée sur mobile, je veux être sûr que quand il tape une requête qui est reliée à ce que je vends, on va avoir mon annonce en priorité. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire assez rapidement. Et puis finalement, donc utiliser encore une fois la donnée, la data pour la retraduire en objectif d'entreprise. Et puis finalement, c'est ne pas hésiter sur une annonce qui s'affiche sur mobile à optimiser. Ça veut dire, on peut dire directement dans l'annonce, achat possible par mobile, site responsive, voilà. Donc c'est annoncer directement au client qu'il est possible de faire un achat. Ok, merci. Des perspectives pour Fago à venir, j'imagine? La grosse perspective, ça fait partie du challenge qu'on s'est donné sur le cross-canal. Donc vraiment réussir à prendre cette autoroute, on va dire, où on a la chance aujourd'hui d'avoir un parc de magasins en retail naissant avec 7 boutiques. L'objectif demain, c'est d'en avoir 10, 20, 50. Donc de mettre en place toutes ces bonnes pratiques digitales pour relier, pour pouvoir suivre à la fois la data client, notre data stock, notre data boutique, d'avoir ce système de management d'information qui va nous permettre de travailler, de faire le commerce de demain, quoi, un commerce connecté, mais dans tous les sens du terme. Très bien. Alors peut-être pour conclure, est-ce que chacune vous avez un conseil, le petit conseil qu'on a envie de noter avant de partir pour les gens qui sont ici? De mon côté, c'est le conseil qu'on se donne chez Fago, que je vais partager avec vous, c'est être curieux sur toutes les solutions pour savoir tout ce qui s'offre à nous. Par contre, savoir prioriser les choses, parce que quand on est une petite boîte comme Fago, on est 25 dans l'équipe, on ne peut pas tout faire et on ne peut pas tout faire. Donc il faut savoir se donner des axes de priorité, être patient et ensuite s'armer tranquillement pour mettre en place les chantiers et toujours en faisant attention à sa rentabilité. Certains budgets ne sont pas extensibles et du coup c'est important de le prendre en compte. D'accord, merci. Audrey? Moi, je dirais pour bien commencer, c'est d'être bien entouré par des équipes qui savent ce qu'ils font et de ne pas hésiter à tester, tout simplement. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Anne-Charlotte et Audrey pour ces différents conseils.
3. Voilà, le micro, merci. Merci à vous trois, merci Mathieu pour Merci cette beaucoup. Belle présentation de l'évolution de Google. Nous allons nous quitter pour aujourd'hui. Demain, la plénière reprend à 9h30. Nous parlerons de logistique. Nous aurons une belle keynote concernant le retail, et en particulier le retail aux US et son évolution. En début d'après-midi, Facebook viendra nous faire une académie très intéressante. Et nous enchaînerons sur une très jolie start-up qui viendra nous faire une présentation, Gemio. Et nous finirons avec Le Bon Coin. Nous aurons une keynote de son directeur général. Voilà, merci beaucoup. Bonne fin de salon, en tout cas pour aujourd'hui, puisque nous reprenons demain. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci.